Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 4 intitulé Transistors à effet de champ. Permettez-moi de vous présenter quelques inconvénients des transistors bipolaires, comme la consommation non nulle en entrée de ces transistors à cause du courant de base non nul. Notons aussi la consommation élevée de ces transistors en commutation parce que leur fonctionnement s'effectue par injection des électrons et des trous en même temps, ce qui induit un courant de fuite élevé. Ces transistors ne sont pas stables thermiquement. À titre d'exemple, le gain bêta qui dépend de la température. L'impédance d'entrée de ces transistors reste assez faible et ils sont commandés en courant. Donc la question qui se pose, est-ce qu'il existe un autre transistor à consommation très réduite en commutation, commandé en tension au lieu d'un courant, présentant une impédance d'entrée élevée et plus stable thermiquement par rapport aux transistors bipolaires. Donc après plusieurs recherches, les chercheurs ont pu réaliser un transistor intitulé le transistor à effet de champ, permettant de remplir ce cahier de charge, sachant qu'il existe actuellement deux familles, les transistors à effet de champ à jonction, ou ce qu'on appelle les GFET, et les MOSFET, métal oxyde semi-conducteur à effet de champ. Ce chapitre sera divisé en deux parties. La première traite les GFET et la deuxième sera consacrée aux MOSFET. Un transistor à effet de champ à jonction contient trois électrodes, la grille, la source et le drain. Et en fonction de sa structure, on distingue les GFET de type N et les GFET de type P. Donc pour les GFET de type N, la grille c'est un métal collé sur un semi-conducteur de type P, le canal c'est un semi-conducteur de type N et le porte-substrat c'est un semi-conducteur de type P. Les électrons qui sont les porteurs majoritaires de la couche N du canal passent de la source vers le drain et c'est pour cela dans le symbole des GFET de type N on met le courant ID, donc vous avez la flèche du drain vers la source. Et donc on remarque qu'il y a une jonction entre la grille et le drain. Vous avez une jonction PN et donc le courant passe de P vers N et c'est pour cela dans le symbole de ces transistors on met le IG, donc passe de G vers le canal. Donc les GFET de type P sont les complémentaires des GFET de type N. Et donc dans ce type de transistor, la grille, donc c'est un métal collé maintenant sur un semi-conducteur de type N. Le canal, c'est un semi-conducteur de type P. Et le porte-substrat, c'est un semi-conducteur de type N. Les trous qui sont les porteurs majoritaires du canal passent de la source vers le drain. Et comme les trous sont des charges positives, donc c'est pour cette raison, donc dans le symbole, le courant ID passe de S vers D. Et donc pour le courant IG, donc on voit ici qu'il y a une jonction PN entre le canal et la grille. Et donc vous avez le courant passe de P vers N et c'est pour cela, donc voilà, on met dans ce type de transistor la IG, donc la flèche de IG du canal vers la grille. Il faut noter que la conduction de ces transistors s'effectue par un seul porteur de charge. Donc pour les GFET de type N, la conduction s'effectue uniquement par les électrons et pour le P, donc la conduction s'effectue uniquement par les trous. Alors que pour les transistors bipolaires, la conduction s'effectue par les électrons et les trous en même temps. Et c'est pour cette raison on a un courant de fuite élevé dans ce type de transistor. Donc dans ce qui suit, on s'intéressera aux GFET de type N uniquement, sachant que pour les GFET de type P, il suffit d'inverser les courants ID, IIG et les différentes tensions de polarisation VGS et VDS.
Je vous présente ici le principe de fonctionnement d'un GFET de type N. Donc, afin d'avoir l'effet transistor, il faut respecter la polarisation suivante. Il faut que la tension VGS entre la grille et la source soit négative et la tension VDS entre le drain et la source soit positive, sinon on n'aura pas l'effet transistor. En respectant cette polarisation, les deux jonctions en haut et en bas seront polarisées en inverse et donc on aura l'apparition de deux zones de déplétion. Ça veut dire deux zones dépeuplées des charges mobiles et ça veut dire aussi deux zones isolantes. Donc là, la largeur de ces deux zones change en fonction de la valeur de VGS. Et donc le principe de fonctionnement, c'est le contrôle de la largeur ou de la géométrie de ce canal à partir d'une tension de commande qu'on l'appelle VGS. Donc, je vous présente ici l'évolution du canal d'un GFET de type N en fonction de VTS lorsque VGS égale à 0. Donc on a VGD égale à VGS moins VDS, VGS égale à 0, donc VGD égale à moins VDS. VDS est positive, donc VGD est négative. Donc ici, on a lorsque VDS égale à 0 et VGS égale à 0, les deux jonctions PN en haut et en bas ne sont pas polarisées en inverse et donc on n'a pas l'apparition de deux zones de déplétion. Donc lorsque VDS est différent de 0, donc on a VGD qui est négatif et donc on a l'apparition, les deux jonctions en haut et en bas sont polarisées en inverse et donc on a l'apparition de deux zones de déplétion. Et donc, et plus VDS augmente, plus la largeur de ces deux zones de déplétion augmente jusqu'à une valeur VDS qui est égale à VP. Et donc, c'est la tension de pincement. Donc, lorsque VDS est supérieur à VP, la largeur de ces deux zones de déplétion cesse d'augmenter et c'est ce qu'on appelle le régime de pincement. Donc il y a deux régimes. Cela se traduit par la caractéristique de sortie suivante, IDS en fonction de VDS. Donc on voit bien les deux régimes. Donc lorsque VDS est entre 0 et VP, donc on a le régime résistif. Voilà, donc le transistor se comporte comme une résistance variable. Et donc, lorsque VDS est supérieur à VP, donc on a le courant est presque constant. Donc, le transistor se comporte comme une source de courant. Et donc, c'est ce qu'on appelle le régime de pincement ou le régime de saturation. Ça veut dire que la quantité des électrons qui arrivent à D en régime de pincement reste constante même si on change la tension VDS. Je vous présente ici l'évolution du canal d'un transistor GFET de type N en fonction de VDS pour différentes valeurs de VGS. Donc pour un VGS égal à 0, donc on voit bien les deux régimes, le régime résistif lorsque VDS est entre 0 et VP et le régime de pincement lorsque VDS est supérieur à VP. Donc pour un VGS inférieur strictement à 0, donc même avec un VDS égal à 0, donc on a les deux jonctions sont polarisées en inverse et donc on a l'apparition de deux zones de déplétion même pour un VDS égal à 0. Et donc la tension de pincement est inférieure à la tension de pincement lorsque VGS égale à 0 et donc c'est égal à VP1 égale à VP moins la valeur absolue de VGS1. Donc on atteint rapidement donc le régime de pincement par rapport au cas où VGS égale à 0. Donc lorsque VGS2
Lorsque VGS égale à VGS2 qui est inférieur à VGS1, donc on a même à VDS, on a l'apparition de deux ondes de déplacement avec des largeurs qui sont plus importantes que dans le cas de VGS1 et donc on atteint rapidement le régime de pincement par rapport à VGS1 et voilà, vous avez la tension de pincement égale à Vp moins la valeur absolue de VGS2 jusqu'à ce que VGS égale à Vp, donc la tension de pincement. Dans ce cas, on a toujours ID égale à 0, donc quelle que soit la valeur de VDS. Et donc cela se traduit par la caractéristique de sortie IDS en fonction de VDS pour différentes valeurs de VGS. Donc on voit bien, donc on voit bien que ici vous avez lorsque VGS égale à 0, donc on a la tension de pincement c'est égal à Vp, donc il est supérieur à la valeur de la tension de pincement pour VGS égale à moins 2 volts, qui égale cette tension de pincement, c'est égal à Vp moins 2. Pour un VGS égale à moins 4, donc on a Vp pour la tension de pincement égale à Vp moins 4 et ainsi de suite. Donc lorsque VGS augmente en valeur absolue, donc la tension de pincement diminue. Donc passons maintenant au traçage de la caractéristique de transfert IDS en fonction de VGS à partir de la caractéristique de sortie. Donc, pour tracer cette caractéristique, on suit la démarche suivante. Donc, par exemple, si on veut tracer la IDS en fonction de VGS, la caractéristique de transfert, pour un VDS égal à 15, donc vous avez VDS égal à 15, et donc voilà, on fait la projection ici, vous avez ID égal à 10,5 milliampères pour un VGS égal à 0. Et donc, c'est ce qu'on appelle la tension, le courant IDSS. Donc, lorsque VGS égale à moins 1, donc on met ici moins 1 et on fait la projection de VGS de ID lorsque VGS égale à moins 1, donc c'est 6,2 à peu près milliampères. Donc, pour VGS égale à moins 2 volts, donc c'est presque égal à 4,2. Et donc pour moins 3, donc voilà, c'est 2,2. Et voilà, jusqu'à VGS off où on atteint ID égale à 0. Et donc la caractéristique de transfert est la suivante. Donc pour un VDS égal à 15 volts. Donc si on veut tracer la caractéristique de transfert pour une autre valeur de VDS, par exemple à 20 volts, on suit la même démarche. Donc voilà, on met ici, donc à 20, on met un trait, voilà. Et après, on fait la projection de IT sur cet axe et VGS, voilà, pour différentes valeurs de VGS. Et donc, un transistor GFET de type N est caractérisé par sa fonction de transfert ID en fonction de VGS, de la tension de commande, et ID la caractéristique de sortie, ID en fonction de VDS pour différentes valeurs de VGS. Et donc, toujours, on voit bien les deux régimes, quel que soit VGS, donc le régime résistif et le régime de pincement ou de saturation. Donc, lorsque VDS est inférieur à Vp moins la valeur absolue de VGS, ça veut dire dans cette zone, donc le transistor se comporte comme une résistance variable. Donc, c'est ce qu'on appelle le régime ohmique. Et cette résistance
c'est égal modélisé par Vp sur 2 fois IDS plus 1 plus VGS sur Vp. Donc Vp et IDSS sont deux paramètres propres du transistor. Et donc vous avez RDS qui varie avec VGS. Donc c'est une résistance variable commandée par une tension VGS lorsque VDS est inférieur à Vp moins la valeur absolue de VGS. Donc pour un VDS qui est supérieur, donc si on est dans cette zone, supérieure à Vp moins VGS, le courant, donc le transistor se comporte comme une source de courant et la valeur de cette courant est définie par l'équation de Shockley. Donc cette courbe est modélisée par l'équation de Shockley. Donc c'est égal à IDSS fois 1 moins VGS sur VGS off au carré avec VGS off égale à moins Vp. Donc voilà, donc si je connais VGS, je peux savoir facilement ID et ainsi de suite. Donc en conclusion, donc je termine cette partie par la comparaison entre un transistor GFET de type N et un transistor bipolaire de type NPN. Donc pour un transistor bipolaire, donc c'est en électronique analogique, donc il se comporte comme une source de courant contrôlée par un courant. Donc il faut fournir un courant IB pour avoir un courant IC. Et donc en général, on a bêta est très supérieur à 1, donc le courant de collecteur égale au courant de l'émetteur. Et on a la tension d'entrée VPE égale à la tension d'une diode classique, donc c'est 0,7 volts. Donc pour un transistor GFET, donc il se comporte en régime de pincement comme une source de courant contrôlée par une tension et la relation entre la tension de commande et le courant est fournie par l'équation de Shockley, ID égale à IDSS fois 1 moins VGS sur Vp. Donc vous avez le courant ID égal au courant du drain égal au courant de la source et théoriquement donc on a le courant IG égal à 0. Donc ici je vous présente l'analogie hydraulique. Donc pour un transistor bipolaire, donc son schéma équivalent en hydraulique. Donc c'est ça, vous avez le IC, c'est le fluide, c'est le débit d'un fluide, et le IB donc c'est le débit d'un fluide, et donc on contrôle le débit le débit de ce fluide à travers bien sûr le débit de IB. Et donc pour un transistor à effet de champ, donc son schéma équivalent en hydraulique, c'est ça, vous avez la grille, il est équivalent à une électrovanne, et donc vous avez la source et le drain, donc une différence de potentiel. Okay. Et vous avez ici le ID, donc c'est le fluide, et donc on contrôle le débit de ce fluide via cette électrovanne, et comme vous voyez, donc ce système est plus fiable et plus facile en hydraulique que ce système, et donc d'où l'intérêt des transistors à effet de champ par rapport aux transistors bipolaires. Donc je termine cette partie et on va voir les autres parties dans les séances vidéo prochaines. Salam alaikum.